Bonjour et bienvenue à tous. Pendant plus de 5 siècles, la puissance française s'est construite sur l'exploitation de l'Afrique. Les réserves de change de 15 pays africains ont été déclarées au budget français. Elles ont servi au développement de la France. L'économie française a vécu des intérêts, des avoirs africains, déclarés comme étant ses propres biens. Elle a pu exploiter gratuitement les matières premières africaines en produisant la monnaie creuse et vide du franc CFA en échange inégal de ces matières premières. Donc, en fait, il y a une très grande dépendance de la France envers l'Afrique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Monsieur Chirac, je vous entends toquer à la porte. D'où vient l'argent que nous avons en France? Pour que vous preniez conscience de cette dépendance. Et que la dépendance, ça crée la méchanceté. Monsieur Chirac, d'où vient l'argent que nous avons en France? Allez-y. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Très bien, monsieur Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Tant qu'il y aura à la tête de la France une élite politique qui n'a pas été capable de concevoir la puissance française sans l'exploitation, sans le pillage de l'Afrique, il faudra que les Africaines et les Africains s'attendent à des actions subversives organisées par la puissance française en Afrique. C'est le principe de la relation franco-africaine depuis la traite négrière jusqu'à aujourd'hui. La relation politico-diplomatico-stratégique. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens. Maintenant, j'en viens à ma 4e remarque. À la suite de cette révélation des autorités nigériennes, qui ne me surprend pas, puisque je fais partie de ceux qui ont toujours dit qu'il faut s'attendre à ça, n'est-ce pas? Ne me dites pas que vous êtes surpris. Hein. Ceux qui écoutent mes conférences savent que je vous avais dit que ça allait arriver. Oui ou non? Et cette cache d'armes est l'une des nombreuses. Il y en a d'autres qui seront révélées dans les prochains jours. Cette cache d'armes est l'une des nombreuses. Et il y a non seulement plusieurs caches d'armes, mais il y a certainement plusieurs commandos dormants qui sont en train d'être préparés, affinés, pour semer la chienlit au Niger. Si vous en doutez, eh bien, l'actualité viendra me confirmer encore. Nous sommes aujourd'hui encore le 23 février 2024. Le Niger, les autorités nigériennes vont découvrir de nouvelles caches d'armes. Elles vont même démanteler des commandos préconstitués pour les attaquer. J'ai dit et j'ai toujours ajouté que les terroristes vont bénéficier bientôt de l'aide technologique des drones militaires. Les terroristes vont perpétrer contre les armées de l'Alliance des États du Sahel des attaques aux drones militaires. Je l'ai dit et je le réitère. Ça ne va pas manquer. Vous viendrez ici confirmer. Selon mes analyses, on est en train de repenser le soutien et l'élévation du niveau technique des groupes terroristes parce qu'ils ont subi des défaites très sévères en raison de la supériorité aérienne, de la supériorité de renseignement et notamment de la capacité des drones militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il faut savoir qu'en face, on est en train de doter des groupuscules terroristes de drones militaires et on est en train de les former à l'utilisation de ces drones pour attaquer les armées du Sahel, attaquer les populations sahéliennes. C'est un épisode que vous confirmerez dans les prochains jours. Mais je viens à ma dernière remarque sur ce sujet. Écoutez, soyons sérieux. Mais la puissance française appartient à une grande alliance militaire dont j'étudie, justement j'étais en train de lire les œuvres de cette alliance. Dans les quelques livres que je vous ai montrés tout à l'heure, dans 2 des livres que je vous ai montrés tout à l'heure, je vous ai montré la grande alliance, la plus puissante alliance militaire qui est dans le monde.
Et c'est à l'intérieur de cette alliance que la puissance française agit. C'est cette alliance-là. C'est l'OTAN. Alliance créée depuis 1949 et qui mène des opérations secrètes et des opérations ouvertes, notamment à partir des années 50. Quand elle mène des opérations secrètes, on les appelle les opérations en stay behind, c'est-à-dire ils restent derrière. Quand ils mènent des opérations ouvertes, je vous ai lu les opérations qu'ils ont menées ouvertement, au mépris du droit international, n'est-ce pas? Ok. Quelle est la grande puissance? Quelle est la grande puissance qui commande à l'OTAN? Vous connaissez la grande puissance qui commande à l'OTAN, non? Écrivez son nom. Quelle est la grande puissance? Qui est le patron de l'OTAN? Ce n'est pas le secrétaire général. Alors, par habitude, comme le rappelle le chercheur Daniel Ganser, Daniel Ganser rappelle qu'il y a une apparence dans l'organisation de l'OTAN qui trompe souvent l'attention des gens. C'est que le secrétaire général de l'OTAN est toujours un ressortissant européen. Par exemple, là, c'est M. Stoltenberg. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le commandant militaire de l'OTAN est la véritable autorité de l'OTAN. Et c'est toujours un Américain. D'accord? Le commandant militaire de l'OTAN ne parle pas trop, mais c'est lui qui détient la force. C'est lui qui fait, en réalité, la pluie et le beau temps. Alors que le secrétaire général, lui, c'est un figurant. Donc, à l'Europe a été attribuée la figuration dans cette alliance, alors que les États-Unis gardent la puissance, la force. Le commandant, eh bien, en chef de l'OTAN est systématiquement un Américain. Par ce critère simple, vous savez que l'OTAN est une organisation, c'est une alliance militaire occidentale dominée par les États-Unis. Toutes les autres puissances occidentales à l'intérieur de l'OTAN sont des puissances vassales. C'est un peu comme ça qu'Alassane Ouattara se comporte envers le Bénin, le Togo, le Ghana. Il voulait se comporter comme ça avec le Nigeria quand Tinubu l'a dribblé. C'est comme ça qu'il se comporte avec la Guinée-Bissau et le Sénégal. D'ailleurs, Ouattara l'a dit, I think I would have been an emperor. Ouattara se dit, au-dessus de moi, il y a les Français. Au-dessus des Français, il y a les Américains. Mais moi, j'ai en bas de moi les dirigeants togolais, sénégalais, béninois. Il pensait que Tinubu était en bas de lui jusqu'à ce que Tinubu le dribble et lui coupe le téléphone pendant plus d'1 mois. En bas de moi, il y a Mbalo, le Bissau guinéen. Et il croyait qu'en bas de lui, il y aurait les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Ils lui ont dit non. On n'est pas en bas de toi. Nous sommes AES, Alliance des États du Sahel. Je reviens à l'OTAN. Est-ce que tout le monde a bien noté que la puissance dominante de l'OTAN, ce sont les États-Unis? Mais on vient de découvrir une cache d'armes qui a été laissée par la puissance française au Niger, n'est-ce pas? Mais qui est le patron dans l'OTAN de la puissance française? Je recommence cette question pour que les Nigériennes et les Nigériens m'écoutent bien. Qui est le patron dans l'alliance de l'OTAN de la puissance française? C'est-à-dire que quand la puissance française aurait amené une opération au Niger, qui chapeaute l'opération? L'OTAN. Qui est le patron de l'OTAN? Les États-Unis. Les États-Unis ont-ils une base militaire au Niger? Je recommence la question. Les États-Unis d'Amérique ont-ils, oui ou non, une base militaire au Niger? Réponse oui. Donc j'en déduis logiquement, et je le dis à nos autorités nigériennes et au peuple nigérien. La présence de la base militaire américaine au Niger améliore les chances de déstabilisation du Niger par l'OTAN. Je le dis une deuxième fois. La présence maintenue de la base militaire américaine au Niger améliore et augmente les chances de la déstabilisation du Niger par l'OTAN. Une deuxième fois. Une troisième fois. La présence de la base militaire américaine au Niger améliore et augmente les chances de déstabilisation du Niger par l'OTAN. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont la puissance hégémonique de l'OTAN. Écrivez ça. Moi, je me suis connecté pour dire ça. Je me suis connecté pour dire ça. Et comme les gens aiment les preuves, et que vous êtes chez le docteur des preuves, quand Mohamed Bazoum a voulu s'évader, quelle est la puissance qui a été citée, qui devait lui envoyer un hélicoptère pour s'évader? Quand Mohamed Bazoum a voulu s'évader, quelle est la puissance? Quelles sont les puissances qui ont été citées pour avoir tenté d'organiser l'évasion? Il y en a deux. On a cité la France et les États-Unis. Oui ou non? Ce sont les autorités. N'est-ce pas? Quand Mohamed Bazoum a tenté son plan d'évasion, il voulait bénéficier de l'aide de qui? Il était question de l'aide de qui?
qui devait lui fournir les hélicoptères pour fuir. Il était question de Paris et de Washington. Je lis la presse. Je lis la presse. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, j'ai lu. D'accord? Donc, les caches d'armes des puissances otaniennes au Niger, il y en a et il y en aura encore toujours et toujours tant que la grande puissance de l'OTAN sera là. Écrivez ça. Ne fuyons pas la pluie pour aller nous cacher dans la rivière. Ne fuyons pas la pluie pour aller nous cacher dans la rivière. Ne fuyons pas la pluie pour aller nous cacher dans la rivière. La villa au quartier Tchangare, ce n'est que la face visible d'un iceberg de déstabilisation qui est en prédisposition permanente dans le sol nigérien. Le président Tchani, le CNSP, le gouvernement nigérien devrait prendre cette découverte de cette cache d'armes comme la révélation du modèle de déstabilisation qui les attend. Il y en a d'autres. Et maintenant qu'on voit que vous avez la capacité de les découvrir, sachez que ça veut dire que les assaillants vont chercher à agir avant d'avoir été privés de leurs moyens d'action. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire. La découverte de ces armes dans cette villa anciennement occupée par des militaires français. Je dis que cette affaire n'est que la révélation d'un système. Et le système est chapeauté par l'Alliance otanienne. Et au sommet de l'Alliance otanienne, il y a les États-Unis d'Amérique. Yamewa, vous avez compris, non? Donc, on peut passer au sujet suivant. On peut passer au sujet suivant. Je donne la parole à mon ami Faso Ouattara. On passe au troisième sujet de cette conversation. Ça fait 1h20 que je vous parle. Retrouvez tout ce que vous aimez sur vous êtes près de 6000 personnes en direct sur YouTube. Vous êtes plus de 2200 personnes sur Facebook. Vous êtes plus de 1200 personnes sur TikTok. Donc, vous êtes maintenant près de 10 000 personnes en direct de cette émission. Je vous remercie de continuer à la diffuser sur vos réseaux, à la donner, à la distribuer. Très bien, donc nous avons conclu le point Niger en disant que le retrait de la base militaire américaine au Niger est une urgence. C'est une urgence tactique et stratégique pour le gouvernement nigérien, pour le CNSP, pour le peuple nigérien. Contrairement aux apparences, il ne faut pas attendre. C'est une urgence. Car l'alliance de l'OTAN, comme on l'a vu pour la déstabilisation de la Libye, chapeaute toutes les opérations de déstabilisation de ces puissances vassales. C'est ce que j'ai dit. Et ça, je l'ai appris en lisant les bons livres. Je l'ai appris en lisant les bons livres. Je m'en vais chercher le savoir pour le donner au peuple africain. Je sais comment ils font. J'ai appris, j'apprends ça. Quand je n'en sais pas assez, je me renseigne, je m'assois, j'apprends encore. Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, passons au troisième sujet que j'ai retenu pour cette émission. Je voudrais parler d'une visite particulière. Une visite particulière qui a eu lieu au Burkina Faso cette semaine. C'est l'arrivée d'un oiseau de mauvais augure, un individu hautement suspect, le responsable de la faillite économique du Ghana, un certain monsieur Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, sans doute dans le cadre des soi-disant médiations de la CEDEAO, s'est exprimé et est venu en visite inopinée à Ouagadougou, où il a été accueilli à l'aéroport par le président du Faso, son Excellence, monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. La scène de son accueil est très cocasse et elle montre que le Burkina Faso mérite pleinement à nouveau son nom de pays des hommes intègres.
Honneur aux autorités burkinabées qui ont montré à Nana Akufo-Addo qu'ils ne sont pas ses camarades. Je vous montre d'abord la scène que certains n'ont pas encore bien comprise, mais qui est très intéressante. Comment on accueille un dangereux vassal. Le Burkina nous indique comment. Comment on accueille un dangereux vassal. Nous allons montrer un peu ces images. Personne ne veut le saluer. Il veut tendre la main, les gens gardent les mains collées à leur corps. Personne ne veut le saluer. Le président Traoré le touche de l'extérieur de la main comme ça, c'est tout. Bon. Quelle est la symbolique de ce refus du contact physique avec Nana Akufo-Addo? Notre tradition africaine est une tradition qui, bien sûr, on sait que nous sommes dans la période des grandes pandémies, le Covid a circulé, les grippes, etc. Mais dans notre tradition africaine, un hôte est quelqu'un que l'on prend dans ses bras. Un hôte que l'on attend. Un hôte qu'on accueille avec bienveillance, qu'on accueille à cœur ouvert, est quelqu'un qu'on prend dans ses bras. Et vous avez assisté à d'autres accueils dans cet aéroport. Le président Traoré a serré des mains. Le président Traoré a fait, comme on dit, des saluts de tête. Le président Traoré a fait des accolades, y compris même à des civils qui viennent lui rendre visite au palais. Il a serré des mains. Quand il est en déplacement à l'intérieur du Burkina Faso, il serre beaucoup de mains. Il porte des bébés. Il s'assoit dans des familles. Le président Traoré est un homme de contact. Le contact. Quelle est la symbolique de ce refus de toucher Nana Akufo-Addo? C'est une symbolique triple. Et il faut que les Africains notent ça. Nana Akufo-Addo, quand il voulait mendier l'argent de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, était allé comme un négrier noir à Washington. Et là-bas, il avait cru vendre le peuple burkinabé en pâture à l'OTAN en échange de l'aide financière supplémentaire du FMI, de la Banque mondiale et des États-Unis. Il était allé là-bas, publiquement accuser le Burkina Faso de s'être livré à la société de sécurité privée Wagner. Nana Akufo-Addo, ce bout d'homme que vous avez vu là, il est allé aux États-Unis demander que le Burkina Faso soit puni parce que le Burkina Faso aurait accueilli des Russes. C'est ce qu'il a fait. Il ne l'a pas fait dans une lettre secrète. Il ne l'a pas fait dans une réunion privée, confidentielle, qui aurait été révélée par la presse d'intelligence. Non, il l'a fait publiquement, en mondovision. Il a appelé les grandes puissances occidentales à punir le Burkina Faso au motif que le Burkina Faso se serait rapproché de la Russie. C'est ce qu'il a fait. Sur place, Nana Akufo-Addo a été sanctionné car il est reparti des États-Unis bredouille. Ça se passait au mois de décembre 2022. Décembre 2022, je n'ai pas oublié. Quand il est rentré des États-Unis, le Ghana est tombé en faillite. Le Ghana s'est retrouvé dans l'incapacité de payer sa dette intérieure et sa dette extérieure. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.